Bonjour et bienvenue pour ce webinaire The Bull Club. Je suis Paul Tesnierwin, consultant pour eToro, et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Tout d'abord, merci de nous rejoindre pour ce webinaire The Bull Club. The Bull Club est l'endroit idéal pour obtenir des informations précieuses provenant de représentants d'entreprises cotées en bourse, d'investisseurs et de leaders du monde entier. Pour la prochaine demi-heure, nous allons faire le point sur les solutions déjà existantes pour faire face aux enjeux de la transition énergétique. Et qui de mieux pour en parler que le responsable marketing et développement de l'actionnariat chez Air Liquide, Louis Lafont. Louis, bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour Paul, moi de même. Écoutez, je suis ravi d'être là. Effectivement, j'espère que votre public va apprendre beaucoup de choses sur les solutions qu'Air Liquide propose aujourd'hui vis-à-vis de la transition énergétique. Très bien. Euh, Pourquoi ne pas commencer par vous demander, Louis, de prendre un moment et de nous parler un peu d'Air Liquide et du secteur d'activité de la société. Très bien. Alors le public français connaît sans doute le nom Air Liquide. En revanche, il y a très peu de gens qui savent ce que fait Air Liquide. Air Liquide fait des gaz industriels. Alors, c'est quoi les gaz industriels? Les gaz industriels, c'est pas le gaz de ville que vous utilisez pour vous chauffer ou pour cuisiner. Les gaz industriels, c'est des gaz qui sont basés sur des molécules qui viennent à la base de l'air. Donc, c'est pour ça qu'Air Liquide est connu pour l'oxygène ou l'azote. Et puis, Air Liquide, comme c'est une société centenaire, en fait, a développé des systèmes de production de beaucoup d'autres gaz. Et donc, pourquoi liquide, Air Liquide? C'est parce qu'en fait, les gaz, ils peuvent être, les molécules, elles peuvent être sous trois formes. Elles peuvent être sous forme gazeuse, donc par exemple, c'est l'air qu'on respire, mais elles peuvent être aussi liquides. Donc, par exemple, vous pouvez avoir du dioxyde de carbone liquide. Quand vous le mettez dans l'eau, ça fait de la fumée. Donc, ça, c'est des petites expériences chimiques que vous pouvez faire. Et puis, vous pouvez même avoir des molécules solides. Par exemple, pareil, du dioxyde de carbone solide. Ça s'appelle de la neige carbonique. Et quand vous prenez l'avion, souvent, la façon de garder vos plateaux au froid, c'est que le trailer de l'hôtesse de l'air, en fait, elle a du gaz carbonique solide. Donc voilà, Air Liquide, c'est le spécialiste des gaz industriels. C'est une société qui existe donc depuis longtemps. On est un spécialiste mondial, sachant qu'il n'y a pas énormément de concurrence sur le secteur et qu'il y a eu beaucoup de concentration. Et se basant là-dessus, en fait, on continue d'innover, puisqu'en fait, ces gaz industriels, ils servent à des milliers d'applications. Et donc, ce qui est intéressant chez Air Liquide, c'est qu'on peut servir des marchés très différents. Donc, à la base, l'industrie. Et l'industrie, ça va d'un petit client, par exemple, votre plombier qui doit souder des tuyaux, ou alors ça peut être des très, très grosses entreprises, par exemple, un haut fourneau sidérurgique qui a besoin, lui, d'énormes quantités d'oxygène, par exemple, pour activer la fusion du métal avec la coke et faire de l'acier. Donc, des clients très différents. C'est une entreprise mondiale. On est présent dans 75 pays. On est présent aussi dans l'industrie, mais aussi dans la santé, puisque Air Liquide, au début, est rentré dans la santé grâce à l'oxygène, puisqu'on a besoin d'oxygène. Donc, on sert de l'oxygène dans les hôpitaux. Et puis, vous devez voir aussi avec la multiplication des maladies chroniques, par exemple, des patients qui ont une petite bouteille d'oxygène avec eux. C'est des gens qui ont des problèmes respiratoires et qui donc se servent de cette bouteille d'appoint qui leur permet, eux, de ne pas rester à l'hôpital, donc de vivre mieux avec leur maladie, d'être traités chez eux. Et pour Air Liquide, c'est une voie de développement d'activité. Donc voilà ce que fait Air Liquide, société certes mystérieuse, mais grosse société. C'est une société qui fait partie du CAC 40. On était en poids de l'indice du CAC 40, la sixième capitalisation au 31 décembre dernier. Et donc, derrière ce côté mystérieux d'Air Liquide, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas voir parce que les gaz sont incolores, ils sont inodores, vous ne pouvez pas les sentir, mais en revanche, ça sert à des milliers d'applications. Très bien. Et je voulais revenir sur un point qui concerne la clientèle. Vous avez parlé qu'Air Liquide pouvait fournir à un hôpital comme à une plus petite entreprise de plomberie, par exemple. Qui sont véritablement les clients d'Air Liquide et finalement les concurrents? Alors, les clients, comme vous le soulignez, il y en a beaucoup. On a plus de 2 millions de clients au niveau mondial, soit des très grosses entreprises. Donc là, ça va être des grands groupes dans la sidérurgie, ça va être des grands groupes dans la pétrochimie, ça va être des grands groupes chimiques qui, eux, ont des très grosses usines, ont besoin d'énormes volumes de gaz. Et en fait, on va construire une usine qui va être en partie dédiée pour les servir. Et ces gens ont besoin de tellement gros volumes de gaz
qu'on va les servir avec des canalisations, des pipelines qui vont unir notre site à leur site. Et donc, on se met à proximité d'eux. Ça, c'est des clients chez Air Liquide qu'on appelle grande industrie et ils font un quart de notre chiffre d'affaires. Donc, 25%, c'est en gros 300 clients au niveau mondial et on est présent chez eux sur plusieurs sites. Ensuite, vous avez 45% d'activité où là, ça va être des clients beaucoup plus petits. Donc, c'est le reste des 2 millions. Vous voyez, on a 300 d'un côté qui sont de grande industrie et puis 1 999 000 autres qui sont des beaucoup plus petits clients. Et alors là, c'est là où vous allez avoir les milliers d'applications où vous allez avoir, par exemple, la production de neige carbonique, vous allez avoir l'adjonction de gaz pour les sodas, par exemple. Pour la nourriture, vous allez avoir un produit qui va permettre de surgeler les aliments. Vous allez avoir tout ce qui est soudage. Vous allez avoir aussi tout ce qui est gaz que vous mettez autour de produits frais, par exemple votre salade que vous achetez dans un sac plastique. Autour, il y a une atmosphère protectrice qui permet que votre salade, elle se conserve plusieurs jours. Et vous voyez, c'est une application des gaz industriels. Donc, on est présent dans beaucoup de différents produits de nos clients. On est très présent aussi dans l'électronique. Donc, ça, c'est un secteur que les gens oublient. Mais en fait, pour faire des puces électroniques, pour faire des transistors, vous avez besoin de gaz électroniques très spéciaux qui vont permettre de travailler la complexité des appareils. Et par exemple, le fait que vous puissiez voir des vidéos sur votre téléphone portable, c'est parce qu'il y a des gaz industriels qui permettent d'avoir des puces extrêmement efficaces. Donc, sur ce secteur, Air Liquide est le leader du marché au niveau mondial. Là, on travaille pour le coup avec une dizaine d'acteurs qui sont quasiment tous asiatiques. Donc, en fait, des grands noms japonais et sud-coréens, par exemple. Et donc, ça constitue 10% de notre activité. Et puis, le reste de l'activité, c'est la santé. Donc, la santé, soit à l'hôpital, soit à domicile, avec des gens qui vont utiliser nos produits et nos services directement chez eux. Et 5% d'activité qui est un nouveau secteur pour Air Liquide, ce qu'on appelle marchés globaux et technologies. Et là, dans ce secteur qui est en forte croissance, en fait, on propose des solutions notamment pour la transition énergétique avec beaucoup de développement autour de l'hydrogène, autour du biométhane. Le biométhane, c'est du gaz naturel qui est bio parce qu'il ne provient pas d'une source de gaz naturel. Donc, par exemple, c'est la fermentation des déchets et aussi d'autres solutions qu'on propose sur ce secteur qui est en forte croissance. D'accord. Et donc, Oui, sur la concurrence, alors c'est peut-être là sur lequel vous vouliez me relancer. Donc, sur la concurrence, en fait, c'est un univers très concentré puisqu'en fait, c'est des usines qui coûtent très cher de produire des gaz industriels. En moyenne, c'est 100 millions d'euros par usine. Donc, vous avez intérêt à avoir un marché sûr en face, à signer des contrats, etc. Et donc, vous avez deux grands concurrents internationaux, un qui s'appelle Linde et l'autre Air Products. Donc, ce sont des concurrents comme nous mondiaux. Ensuite, vous allez avoir une section d'acteurs régionaux. Donc, ça va être des gens qui vont être présents dans plusieurs pays, mais par exemple, qui vont être centrés sur l'Europe ou sur l'Asie du Sud-Est. Et puis, vous avez quelques concurrents locaux qui, eux, vont posséder seulement une ou deux usines, qui vont être des plus petites usines. Ce n'est pas des usines à 100 millions d'euros, ça va être plus des usines, par exemple, de liquéfaction de l'air qui, elles, coûtent entre 5 et 10 millions d'euros et qui vont vraiment servir un marché local. Donc, vous voyez une concurrence très particulière, pas mal de barrières à l'entrée sur ce secteur, de par le fort CAPEX, les fortes capacités d'investissement dont vous avez besoin, et donc un paysage qui a tendance à se concentrer. D'accord. Et vous vous occupez de la production et de la distribution aussi de ces gaz? Exactement. Donc, c'est production, distribution et le tout en sécurité, puisque ça, c'est un impératif absolu avec nos produits. Certains peuvent être dangereux. Et donc, il y a vraiment cette security first qui est vraiment quelque chose de très important chez Air Liquide. On fait très attention à ça. Donc, c'est production, livraison, stockage et aussi proposition de services, puisque les milliers d'applications, Air Liquide travaille beaucoup pour le développement de nouvelles applications, puisqu'on a ces molécules, nous, on est capable de produire, de séparer, au besoin de mélanger. On peut faire aussi des mélanges gazeux selon les applications. Et donc, on a des dépenses importantes de l'ordre de 250 millions d'euros par an pour développer des nouvelles applications, sachant que des nouveaux secteurs apparaissent qui ont besoin de gaz industriel. Par exemple, les impressions en 3D utilisent des gaz industriels. Vous voyez, c'est ce type de nouveaux secteurs qui apparaissent. Et ce qui veut dire que chez Air Liquide, on est toujours en phase d'expansion d'utilisation de nos produits, ce qui est une bonne nouvelle d'un point de vue développement de notre activité.
je vois. Et vous avez dit que bah, vous êtes une entreprise internationale, vos concurrents le sont aussi. Quand vous parlez de barrières à l'entrée, c'est en termes de distribution du gaz, puisque je vois un réel challenge et nos auditeurs aussi voient un réel challenge à distribuer ce gaz de façon sécurisée. Et puis surtout, il y a peut-être certains variables selon le secteur d'activité, pardon, selon l'industrie, que ce soit dans la santé ou dans une autre industrie, il y a un réel challenge géographiquement, peut-être. Exactement. Alors, un point très important, hein, de par la sensibilité du produit, en fait, le gaz se transporte mal. Donc, vous êtes toujours sur des marchés locaux. Donc, la clé déjà pour réussir dans ce secteur, c'est de choisir des bonnes localisations. Alors, comme Air Liquide est présent sur le marché depuis longtemps, quelque part, on a réussi déjà à mettre des usines à des endroits qui comptent. Sur des gros bassins industriels, vous aurez souvent des usines importantes d'Air Liquide qui vont justement servir les grands secteurs dont je parlais tout à l'heure, par exemple la pétrochimie, l'industrie chimique ou la sidérurgie. Ensuite, pour le métier marchand, donc là, c'est des plus petits volumes de gaz, par exemple le plombier, par exemple, quand vous prenez une voiture et que vous êtes sur une autoroute, vous pouvez passer près d'usines et vous verrez que souvent, il y a des réservoirs de gaz, c'est des réservoirs blancs, donc c'est là où sont stockés les gaz industriels. Donc, c'est une utilisation en plus petite quantité. Et là, ce qui compte à nouveau, c'est d'être très bien positionné, sachant que souvent, le produit qui vient pour ces plus petites usines va être produit chez nous sur nos grosses usines. Donc, on a aussi un coût de production, un avantage de coût de production qui est lié à la taille de la société. Et ça, c'est clé dans notre métier, puisqu'en gros, construire une usine, c'est 2 ans de construction. Donc, quand on dit qu'inventer une usine où il y a beaucoup de canalisation, une usine à gaz, bah, c'est nous. Oui, c'est complexe de monter ces usines. En revanche, par derrière, vous allez l'utiliser pendant 15, 20, 25 ans, cette usine. Et donc, à nouveau, si vous êtes bien localisé, bah, vous l'amortissez au fur et à mesure du temps. Et au bout du compte, et bah, vous utilisez un actif qui est complètement amorti. Ce qui est très important par rapport à notre activité, c'est que la diversité des secteurs qu'on sert d'une seule et même usine, ça c'est important de comprendre qu'avec une usine, on va servir des milliers de clients différents avec des tailles très différentes. Donc, on va avoir 1 ou 2 très gros clients qui vont prendre peut-être 80-90% du volume. Et puis par derrière, vous allez avoir des milliers de clients qui, eux, vont prendre des beaucoup plus petits volumes de gaz. En revanche, évidemment, avec un prix de vente beaucoup plus important parce qu'on va mettre une structure de distribution qui est particulière. Ce sont des camions Air Liquide qui vont livrer le client. On va souvent aider le client dans l'utilisation de nos gaz, etc. Et ça, c'est une importance forte parce que la diversité des clients qu'on sert aussi à être une barrière à l'entrée, dans le sens que comme vous servez des secteurs très différents de clients, vous vous protégez quelque part de retour de cycle chez ces clients, parce que notamment, bah, vous êtes dans l'alimentaire, vous êtes dans la pharmacie, vous êtes dans la sidérurgie, vous êtes dans la santé, et tout ça à partir d'une seule et même usine. Donc, on a ce côté aussi très continu de notre activité qui est un avantage important dans le métier des gaz industriels. Ok, très bien. Merci Louis pour cette explication qui peut sembler technique et c'est très simplifié, donc on peut comprendre et surtout, j'ai envie de rebondir sur une question qui est est-ce qu'il y a une résilience finalement dans l'activité d'Air Liquide et si oui, laquelle? Alors, la résilience, oui, hein, très clairement, elle est liée à la diversité. Elle est liée à la diversité des produits qu'on propose, puisqu'on propose des centaines de molécules ou mélanges de molécules. Or, à la base, ce sont toujours des gaz industriels, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise. Là-dessus, ça va être adressé à des centaines ou des milliers de secteurs différents, puisque je vous dis, on est vraiment présent sur des secteurs extrêmement différents. Souvent, la partie gaz industriel pour élaborer un produit, c'est moins de 1% des coûts. En revanche, on est considéré comme une matière première, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cet apport de gaz industriel, soit vous ne pouvez pas faire le produit, littéralement, donc vous n'aurez pas le produit fini, soit vous allez le faire, mais avec des problèmes d'efficacité d'un point de vue productivité. Donc, il y a très souvent un avantage qu'Air Liquide et ses concurrents doivent montrer aux clients d'utilisation de ces gaz industriels. Et donc, cette diversité, bah, évidemment, elle offre de la résilience. Résilience aussi par rapport à notre présence géographique. Hein, comme vous le soulignez, on est présent dans 75 pays. Donc, quand on a, par exemple, une économie d'un pays qui va un peu moins bien, bah, on est présent sur d'autres pays qui, eux, sont en train de décoller. Et donc, ça équilibre notre métier. Et puis aussi, un point lié au fait que le gaz n'aime pas voyager.
comme il n'aime pas voyager, notre structure de coûts et de revenus est dans la même monnaie. Donc, on est aussi à l'abri des variations monétaires, puisque en fait, on est dans la même monnaie, que ce soit coûts et dépenses, tout est fait localement. À nouveau, il y a très, très peu de gaz qui voyage. Donc, ce côté diversité, je dirais, que vous voyez appliqué à différentes choses, que ce soit géographique, que ce soit métier, que ce soit type de produit qu'on fournit, que ce soit façon de fournir le produit, puisque à nouveau, on peut le fournir de manière gazeuse, de manière liquide ou de manière solide. Et ben, c'est cette diversité qui, c'est vrai, offre une résilience très importante à l'activité d'Air Liquide, sachant qu'en plus, Air Liquide a des contrats qu'on appelle take or pay. Donc, take or pay, ça veut dire que pour nos clients grande industrie qui forment un quart de notre chiffre d'affaires, il y a des clauses d'achat, quel que soit le volume prix, puisque nous, on a décidé d'investir une usine pour ce client-là. Cet investissement, il est très important du côté Air Liquide. Et donc, notre client se met d'accord avec nous. Ce sont des contrats qui sont observés avec des équipes légales pendant un certain temps, de façon à ce que les deux parties soient à l'aise avec le contrat. Mais une fois qu'on s'est mis d'accord sur un volume donné, si notre client commençait à faire défaut par rapport à un seuil de produit qu'il doit prendre, il doit continuer à payer Air Liquide. Et vous voyez, il y a ce côté aussi lié à des contrats pour un quart de notre chiffre d'affaires qui participe, on va dire, à la résilience de l'activité. On a l'habitude de dire chez Air Liquide, et je pense aussi chez ses concurrents, que dès le 2 janvier, en fait, plus de 50% du chiffre d'affaires est déjà là, puisqu'en fait, on est présent et c'est signé, par exemple, avec ses clients grande industrie, mais pareil pour un hôpital. Vous n'allez pas changer la fourniture d'oxygène quand c'est une donnée vitale pour les patients en milieu d'année. Donc, le contrat, quand il est signé, eh ben, vous êtes à peu près sûr du volume que vous allez atteindre là-dessus. Donc, toutes ces caractéristiques, on va dire, participent très clairement à la résilience du modèle d'affaires d'Air Liquide. D'accord. OK. Donc, il y a une stratégie géographique, technologique et technique et contractuelle également. Exactement. Et je dirais que ça réussit plutôt à Air Liquide, hein, donc société présente depuis 120 ans. On était là dès la fondation du CAC 40. Donc, vous voyez, par exemple, on fait partie des quelques sociétés qui sont présentes depuis le début du CAC 40. Et c'est vrai que ce modèle d'affaires où vous soulignez le côté technique et technologique qui est la base de notre métier, mais sur lequel on met le côté stratégique, le côté géographique, le côté contractuel aussi, c'est vrai, offre une croissance importante. Et alors là, j'invite les spectateurs curieux à aller voir des chiffres, par exemple, sur les 30 dernières années. Vous verrez qu'il y a vraiment un taux très régulier de croissance, que ce soit de notre chiffre d'affaires, mais aussi de notre marge, etc. Donc, on a cette résilience qui s'apprécie dans les données d'Air Liquide. Très bien. C'est très clair et je pense qu'on va essayer d'aborder, on y vient, un sujet phare qui est l'hydrogène. Et on peut clairement associer Air Liquide à ce sujet. Et que peut finalement apporter l'hydrogène vis-à-vis des challenges de la transition énergétique? Oui, alors l'hydrogène, c'est intéressant parce que l'hydrogène, Air Liquide en fait depuis plus de 50 ans. Parce que par exemple, pour faire décoller les fusées pour aller dans l'espace, vous avez besoin de l'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène? Parce qu'il a un vecteur énergétique très fort. Et donc là, c'est quelque chose lié à quelque chose de technique sur la molécule hydrogène. Comme il a ce vecteur d'énergie très fort, effectivement, il peut être utilisé pour ça. Donc Air Liquide est le leader mondial dans l'hydrogène. Or, aujourd'hui, on se rend compte avec effectivement toutes les réflexions qui se font sur la transition énergétique, qu'on pourrait utiliser l'hydrogène pour plein d'autres choses. Et donc, ça ouvre à Air Liquide, pour le coup, des potentiels de marché gigantesques dans les années à venir, que ça soit maintenant, mais à moyen et long terme. Il y a beaucoup de projections qui sont faites, notamment par une entité qui s'appelle le Conseil de l'hydrogène. Le Conseil de l'hydrogène, c'est un groupe qui réunit plusieurs sociétés à travers le monde et qui se pose des questions sur l'hydrogène et qui notamment propose des solutions par rapport à la transition énergétique qui peut être atteinte en partie grâce à l'hydrogène. Donc, ce que le Conseil de l'hydrogène a mis en lumière, c'est que, par exemple, le marché de l'hydrogène à horizon 2050, ça va être de l'ordre de 2500 milliards de dollars américains. Donc, c'est un chiffre coté en dollars américains parce que c'est un groupe international, le Conseil de l'hydrogène, mais ça vous montre ce potentiel de marché qui va se développer de façon exponentielle. Et alors, pourquoi il va se développer? Parce que l'hydrogène, en fait, peut servir à deux choses. Premièrement, il a un facteur énergétique très important, bien au-dessus de beaucoup d'autres molécules. Donc, de par ce facteur énergétique, il peut servir à beaucoup de choses d'un point de vue libération de l'hydrogène.
Et donc ça, par exemple, vous pouvez vous en servir dans certains process. En revanche, il faut revoir les process, puisque jusqu'à maintenant, on ne se posait pas trop de questions sur l'hydrogène. Et donc, il faut réviser des procédés industriels en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire si on mettait de l'hydrogène. Donc récemment, par exemple, il y a eu des nouvelles applications qui ont été faites en sidérurgie. Donc, c'est pour produire de l'acier, où en fait, on s'est rendu compte que en diminuant le comburant, donc la partie coke, par exemple, on pouvait le remplacer par l'hydrogène. Or, l'hydrogène, alors là, moi, je ne suis pas ingénieur, mais j'ai quand même quelques souvenirs. L'hydrogène, c'est un atome, c'est du dihydrogène. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de carbone dedans. Vous n'avez pas de CO2 dedans. Donc, si vous réussissez à fournir de l'hydrogène bas carbone, c'est-à-dire qui a été produit en utilisant des sources qui elles-mêmes émettent peu de carbone, au moment où vous allez utiliser l'hydrogène, vous avez ce facteur énergétique très important, mais surtout, vous n'avez pas ou peu d'émissions de dioxyde de carbone. Et donc, c'est là où ça rentre en jeu par rapport à la transition énergétique, c'est que vous avez un produit, une molécule qui, à propos, est la molécule la plus présente dans l'univers. Donc, l'hydrogène, il y en a partout. En revanche, c'est un peu compliqué de le faire. C'est moins évident de le faire que de l'oxygène. Mais en revanche, il est disponible. Et donc, voilà, la première application de l'hydrogène, c'est d'utiliser son vecteur énergétique. La deuxième application de l'hydrogène, et là, à nouveau, ça va participer à tout ce qui est transition énergétique, c'est que vous pouvez stocker de l'électricité dans l'hydrogène. Donc là, en fait, quelque chose de très simple, c'est que vous convertissez de l'électricité en hydrogène. L'hydrogène, une fois que vous l'avez, soit vous l'avez de manière gazeuse, soit vous l'avez de manière liquide, mais il est présent. Et donc, ça y est, votre électricité, elle est stockée. Et à nouveau, vous pouvez utiliser cet hydrogène et le reconvertir en électricité au moment où vous en avez besoin. Et ça, au moment du développement de l'électricité propre, notamment tout ce qui est électricité solaire ou électricité liée au vent, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez garder de l'électricité qui serait perdue, c'est-à-dire que certes, vous allez produire beaucoup d'électricité au moment où il y a du soleil ou où il y a du vent, mais si en face, vous n'avez pas de demande, cette électricité, elle est produite et puis elle ne sert à rien. Là, si vous la convertissez notamment en convertissant par électrolyse de l'eau, c'est-à-dire que vous utilisez directement l'électricité, vous prenez de l'eau, vous passez du courant dans l'électricité et vous obtenez de l'hydrogène. Alors là, j'ai résumé vraiment en 2 secondes, c'est un tout petit peu plus complexe, mais c'est ça l'idée. Et vous transformez cette électricité en hydrogène, vous la stockez. Donc, bonne nouvelle, vous n'aviez pas de demande à midi, heure solaire, parce qu'à ce moment-là, les gens sont pas chez eux, n'utilisent pas leur ordinateur, regardent pas une vidéo sur leur écran de télé, certes. En revanche, le soir, il n'y a plus de soleil, mais là, vous libérez l'électricité qui était contenue dans votre hydrogène, et donc vous utilisez cette électricité. Et donc, vous voyez, c'est ça, en fait, les deux grandes voies d'application de l'hydrogène. Et l'hydrogène sur lequel Air Liquide est présent depuis 50 ans, ce qui est intéressant, c'est que ça revient complètement à la mode et très clairement, c'est une des solutions par rapport à la transition énergétique. Et donc, on voit que pour avoir l'hydrogène, il y a une réelle maîtrise technique, technologique. Est-ce que cette maîtrise est-elle obligatoire pour finalement vos potentiels et futurs clients aussi y a-t-il une nécessité d'avoir des installations spécifiques, puisqu'on voit qu'il y a une réelle barrière technique sur le fait d'exploiter l'hydrogène et puis aussi de le convertir si on veut le stocker en électricité? Alors oui, il y a une barrière très claire, c'est que déjà des usines qui vont faire de l'hydrogène, c'est une technologie très particulière sur laquelle il y a peu d'acteurs et sur lequel surtout maintenant on se met à parler d'énormes volumes qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Donc il faut aussi se projeter dans l'avenir et se dire, OK, mais donc les usines qui aujourd'hui nous servaient, est-ce que demain on peut faire des usines qui vont être 10 fois plus grandes, 100 fois plus grandes et qui resteront efficaces d'un point de vue énergétique? Donc là, très clairement, il y a un savoir-faire en plus unique chez Air Liquide, c'est les 50 années d'expérience. Jusqu'à maintenant, la majorité de l'hydrogène produit était par vaporéformage de gaz naturel, donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Et là, vous utilisiez du gaz naturel, donc du gaz naturel, en revanche, émet du CO2, donc ce n'est pas une solution bas carbone de production d'hydrogène. En revanche, par rapport à ça, Air Liquide propose déjà des systèmes de capture et de séquestration du CO2. Ça veut dire que vous pouvez produire de l'hydrogène, certes en émettant du CO2, mais Air Liquide là-dessus met une solution qui va capter ce CO2 et le séquestrer. Donc, vous aurez de l'hydrogène qui pourra être labellisé bas carbone. Ça, c'est une des solutions pour le futur. L'autre solution, c'est l'électrolyse de l'eau, où là, vous avez besoin d'eau
et d'électricité. Alors, c'est vrai que c'est très énergivore. Vous allez avoir besoin de beaucoup d'électricité pour produire beaucoup d'hydrogène. Là encore, si vous signez des contrats d'approvisionnement d'électricité bas carbone, donc par exemple de l'électricité éolienne ou de l'électricité solaire, et ben, vous produisez de l'électricité bas carbone, vous mettez cette électricité dans l'eau, vous produisez de l'hydrogène, et donc cet hydrogène produit par électrolyseur peut être labellisé à nouveau bas carbone. Donc vous avez les deux grandes façons de produire de l'hydrogène qui sont bas carbone, et c'est là où en fait elles peuvent contribuer à la transition énergétique, c'est que vous avez à nouveau cette application de l'hydrogène en tant que tel, mais qui émet peu de CO2. Donc c'est pour ça que le sujet hydrogène aujourd'hui est quelque chose qui parle. C'est pour ça que quand on tape hydrogène dans son moteur de recherche, on voit énormément d'articles, de sujets dessus, etc. Et c'est vrai que pour Air Liquide, c'est très clairement un relais de croissance très important. Aujourd'hui, l'hydrogène, ça fait partie de 5% du chiffre d'affaires à travers ce que j'appelais marchés globaux et technologies. Mais cette partie d'activité, très clairement, va se développer et on projette un développement exponentiel. OK. Et je pense que notre audience, nos auditeurs doivent se poser une question peut-être plus sur des ratios ou un peu plus financier sur quelques chiffres. En quoi l'hydrogène peut-il permettre à Air Liquide, justement, ou pourrait-il permettre à Air Liquide d'avoir un avantage compétitif durable? Alors déjà, vous avez peu d'acteurs sur l'hydrogène et vous avez peu d'acteurs qui maîtrisent toutes les chaînes de l'hydrogène, que ce soit de la production au stockage, à la distribution, et tout ça en sécurité, puisque l'hydrogène, pour le coup, est un gaz potentiellement dangereux, donc il faut quand même faire très attention quand on manipule de l'hydrogène. Donc cette expérience de 50 ans, les investissements qu'on continue à faire dessus, donc très prochainement, Air Liquide va lancer le plus grand électrolyseur à eau, et c'est un projet français, donc là on dit Cocorico, c'est un projet qui va être présent en Normandie et il va être 10 fois plus grand que le dernier électrolyseur de l'eau qui existait. Donc vous voyez, on est vraiment complètement en train de changer d'échelle, sachant que le précédent, il était déjà important, mais là, vous voyez, on commence à atteindre des niveaux qui, par rapport à une tranche, à un réacteur nucléaire. Donc, on se projette là-dessus. Le fait d'être leader sur le marché, très clairement, et de maîtriser ça aussi d'un point de vue conception, parce que c'est pas tout d'opérer l'usine, mais c'est aussi de la construire et l'opérer ensuite en toute sécurité, c'est un avantage très fort pour Air Liquide. Ensuite, Air Liquide vient d'annoncer lors de son plan stratégique à moyen terme à horizon 2025 des ambitions très fortes dans l'hydrogène, avec vraiment cette idée de changer complètement de braquet. Donc, en termes d'investissement, on va multiplier par 20 d'ici 2025 ce qu'on fait aujourd'hui dans l'hydrogène. Et puis, vous voyez, si on a multiplié par 20 en seulement 3 ans et demi, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire à horizon 2030, 2035, voire même 2050. Ce qui est très important, c'est même si l'hydrogène est devenu à la mode un peu, je dirais, d'un seul coup, ce qu'il faut, c'est avoir cette vision de long terme. Or, chez Air Liquide, on a cette vision de long terme parce qu'on est sur un business de long terme. C'est des usines qu'on opère dans la durée, c'est des usines sur lesquelles il y a des contrats qui sont aussi signés dans la durée, et c'est des usines pour lesquelles, grâce à cette projection et grâce aux investissements qui sont faits, on est là pour longtemps. Et donc, cette crédibilité de long terme qui fait aussi partie des atouts d'Air Liquide, c'est quelque chose qui va nous servir dans tout ce développement de l'hydrogène parce que, à nouveau, il y a besoin d'acteurs qui vont être présents dans le long terme. Et là, si on regarde aujourd'hui au niveau du paysage, certes, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils savent faire de l'hydrogène. Certes, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont avoir les capitaux pour développer l'hydrogène. Maintenant, dans la réalité, Air Liquide, pour le coup, a un historique qui montre que déjà dans le passé, on était là. Donc, a priori, vu ce que le management a dit récemment, on va être là encore plus dans le futur. D'accord. Donc, on voit encore là aussi sur le sujet de l'hydrogène et donc un peu plus dans le cœur de la transition énergétique, un réel challenge technique et également financier pour pouvoir financer toutes ces structures-là. Exactement, et avec aussi des bons choix à faire, parce qu'on ne pourra pas être présent partout. Donc là aussi, il faut se dire qu'il ne faut pas que ce soit un feu de paille, cette mode de l'hydrogène. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut avoir beaucoup de sollicitations pour des développements multiples. Il faut bien viser sur les marchés qu'on va développer, notamment les marchés en mobilité. Au départ, on pensait beaucoup aux véhicules légers à hydrogène. On se rend compte que probablement, ce n'est pas le véhicule léger qui va se développer, mais plutôt le camion à hydrogène, voire les trains ou les navires à hydrogène. On parle d'aviation à hydrogène, ça c'est plus à horizon 2035.
Et c'est peut-être plutôt à cet horizon qu'il y aura des véhicules légers à hydrogène. À nouveau, le véhicule léger à hydrogène, ce n'est pas un véhicule ou une voiture qui va être en concurrence directe avec la voiture électrique. Et à propos, hein, la voiture à hydrogène, c'est une voiture qui est aussi une voiture électrique, sauf qu'en fait, elle ne fonctionne pas sur des batteries. Le stockage d'énergie, il est sous forme d'hydrogène et pas d'une batterie. Mais c'est bien un moteur électrique qui tourne. Donc, ça va être plus le fait qu'il va y avoir différentes solutions en parallèle. Et très clairement, on pense qu'il va y avoir beaucoup de solutions liées à l'hydrogène. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille avec à nouveau cette vision court, moyen et long terme. Ok. Et donc, il y a un mot qui me revient dans votre explication, Louis, c'est le mot diversification. On voit qu'il y a une diversification dans toute votre activité économique, une diversification aussi sur l'aspect hydrogène pour stocker de l'électricité, pour fournir l'hydrogène, etc. Et puis, que faites-vous sur les autres solutions finalement? Quelles sont les autres solutions bas carbone que propose Air Liquide? Alors, les autres solutions bas carbone, c'est tout ce qui est production du biométhane. Donc là, à nouveau, et ça va être souvent utiliser des déchets, donc soit des déchets agricoles, soit des déchets de décharge qui en fait naturellement émettent du gaz naturel. Aujourd'hui, ce gaz naturel, il est émis et il n'est pas capté. L'idée, c'est de capter ça. Donc pareil, quand vous prenez le train, quand vous êtes en voiture, des fois, vous pouvez voir des installations notamment plutôt à la campagne. C'est des espèces de dômes verts, une espèce de grande tente plastique verte. Et ben là, ça s'appelle un fermenteur. Et donc, on est en train de fermenter, par exemple, des déchets agricoles. Et là, vous produisez du biogaz naturel. Donc là, vous avez une source de gaz naturel qui n'est pas une source liée à la pétrochimie de gaz naturel. Et donc, ça, c'est une solution qu'on peut proposer. Tout ce qui est captation du CO2, là, c'est pour le coup nos grands clients qui viennent vers nous, où aujourd'hui, ils savent que dans leur process, ils émettent du CO2. Et donc, l'idée, c'est de capturer ce CO2 et de le séquestrer. Et souvent, on le séquestre en fait dans des puits de pétrole qui ont été vidés. Ça tombe bien, avant, dans un puits, le pétrole, il jaillissait pas comme ça. Donc, si on re-remplit cette caverne qui est maintenant vide de CO2 et qu'on ferme la caverne, vous avez séquestré du CO2. Le CO2, il n'est pas parti aux petits oiseaux. Et donc, ça fait partie des solutions. Air Liquide propose différentes solutions là-dessus. Et par exemple, on a beaucoup de projets en Europe du Nord, entre la Belgique et les Pays-Bas, où il y a beaucoup d'industries lourdes qui émettent du CO2. À nouveau, si on le capture et qu'on le séquestre, ça fait partie des solutions qui vont participer aussi à tout ce qui se passe sur les évolutions énergétiques. D'accord. Et là aussi, vous pouvez toucher une grande diversité pardon, de clients. Complètement. Alors, ce sont nos clients traditionnels qui viennent Okay. parce que eux savent qu'ils émettent du CO2. Maintenant, on sent qu'il y a une pression de la société qui vient les voir et qui dit qu'est-ce que vous faites vous par rapport au CO2. Ça se passe de façon internationale. Ça, c'est aussi intéressant. C'est qu'il y a aussi des pays qui étaient moins matures, mais dont les clients viennent aussi nous voir. Donc, on sent qu'il y a quand même une adhésion forte. Il y a quand même aussi les accords de Paris qui ont été signés par une majorité des pays de l'ONU. Donc, on va dire tout le monde a sa part à prendre dans ce type de solution. Et ça, ce type de solutions, c'est des solutions pour l'industrie lourde qui est un des postes majeurs d'émissions de CO2. Donc, vous voyez, c'est ce type de solution auquel on participe. Aussi, par rapport à l'hydrogène, tout à l'heure, je parlais d'une solution qui est le vaporéformage du gaz naturel. Très bien, Air Liquide propose du biogaz naturel grâce à ce qu'on fait sur la fermentation des déchets. Si demain, vous produisez de l'hydrogène à base de biogaz naturel, et là, vous avez un hydrogène qui est à nouveau labellisé bas carbone, puisque vous avez utilisé un gaz naturel qui, de toute façon, a été produit et serait perdu. Là, vous l'avez capté, utilisé, et c'est ça que vous transformez en hydrogène. Donc, vous voyez, ce qui est aussi intéressant, et ça, c'est la beauté des gaz industriels, mais c'est de la chimie, pour le coup, c'est que nos solutions là-dessus s'entrecroisent. Et donc, des choses qu'on pensait faire, par exemple, sur cette utilisation de biométhane, vont nous servir pour la production d'hydrogène bas carbone. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Et à nouveau, là-dessus, faire partie des leaders mondiaux, ça fait qu'on a cette maîtrise des différentes molécules. Donc, nous, on est capable, pour le coup, de gérer nos différentes lignes de produits de façon à ce qu'elles se parlent entre elles et qu'elles en bénéficient entre elles. Ok, très bien. On va maintenant parler un peu plus bourse et surtout un peu plus centré aussi ce qui fait aussi votre identité. Et j'ai une question à ce sujet. Quelle place particulière à Air Liquide vis-à-vis des actionnaires individuels, donc potentiellement les auditeurs qui nous écoutent?
Voilà, alors j'espère bientôt actionnaire, si pas encore actionnaire. Donc Air Liquide a la chance d'avoir plus d'un demi-million d'actionnaires. Donc c'est quand même un chiffre à rapporter, par exemple, au niveau de la population française. Vous avez un demi-million de personnes, vous, moi, des gens, voilà, monsieur et madame tout le monde, qui ont des actions Air Liquide. Et donc, ça, c'est fait grâce à la confiance qu'ont les gens dans le titre Air Liquide. Puisque c'est vrai que si on observe pour le coup des courbes de croissance, il y a une rentabilité moyenne annuelle qui, historiquement, est une moyenne à 2 chiffres. Ça veut dire que par an, votre portefeuille croît de plus de 10% par an. Si on regarde les 5 dernières années, on était à près de 15%, plus exactement 14,83%. Ça veut dire que quelqu'un qui a investi il y a 5 ans dans Air Liquide a vu doubler son portefeuille en taille. Alors certes, on n'est pas des crypto-monnaies, mais il y a quand même moins de risques liés à Air Liquide, en tout cas si on se réfère au passé. Et donc, quand même, ce doublement du portefeuille en 5 ans, c'est quelque chose de très appréciable. Alors, c'est lié à notre activité, donc j'espère que ce que je vous ai expliqué avant vous a intéressé. C'est lié aussi au traitement spécifique qu'Air Liquide a vis-à-vis de ses actionnaires. Première quelque chose qui est assez unique dans le paysage français, vous pouvez ouvrir un compte directement chez Air Liquide. Donc là, désolé pour vous, eToro, ce n'est pas de la concurrence directe que je fais, mais la réalité, c'est que vous pouvez acheter des actions directement chez Air Liquide sans passer par un courtier financier ou par un site financier. En revanche, évidemment, vous pouvez acheter des titres Air Liquide via un courtier financier ou votre banque. Ce qu'on a aussi, c'est une prime de fidélité, puisque nous, on pousse pour des gens qui ont osé acheter de l'air liquide, puisqu'il faut dire ce qui est, c'est quand même compliqué ce qu'on fait. Tout le monde n'est pas forcément très bon en chimie, on peut être un peu obscur dans ce qu'on fait, c'est de l'industrie lourde, c'est des choses chimiques, est-ce que c'est polluant ou pas, enfin, je peux comprendre les interrogations que les gens ont. Nous, ce qu'on souhaite, c'est récompenser nos actionnaires. Donc, ce qu'on fait, c'est que des gens qui sont au nominatif, donc au nominatif, vous l'êtes directement quand vous êtes chez Air Liquide, ou alors, il faut demander à votre courtier ou votre banque d'être nominatif administré. C'est quelque chose que vous pouvez demander à votre banque qui le fera. Et donc, à partir de là, vous rentrez dans le programme de fidélité. Ces gens-là qui détiennent des actions depuis plus de 2 années de calendaire, en fait, ils ont une double bonification. Ils vont toucher 10% de plus de dividendes. Donc, c'est appréciable, sachant que chez Air Liquide, en fait, n'a pas baissé facialement la valeur de son dividende sur les 20 dernières années. C'est-à-dire que Air Liquide a toujours versé un dividende, soit à la même valeur, soit en augmentation par rapport à l'année passée. On en a versé au moment de la crise sanitaire en 2020. Il y avait peu de sociétés du CAC 40 qui ont versé des dividendes et nous, il était stable. Donc, vous voyez, ça fait partie de la résilience d'Air Liquide. Donc, sa première bonification. Deuxième bonification, Air Liquide, de façon régulière, attribue des actions gratuites. Donc, en moyenne, tous les 2 ans, Air Liquide distribue des actions gratuites à ses actionnaires. Et là, pareil, si vous détenez vos actions au nominatif depuis plus de 2 ans calendaires, ça veut dire comme base le 31 décembre, là, vous avez aussi une bonification de 10% en plus. Et donc là, on a une attribution d'actions gratuites en juin 2022. Ça veut dire que des gens qui avaient acheté des titres nominatifs avant le 31 décembre 2019, ils ne vont pas seulement avoir 10 actions pour 100 détenus, ils vont en avoir 11 parce qu'ils ont cette bonification de 10%. Donc, vous voyez, une action gratuite en plus. Et tout ça, ça participe à l'étoffement du portefeuille. Donc, vous voyez, on a ce programme de fidélité. Maintenant, on a une équipe d'une 40aine de personnes qui s'occupent des actionnaires. On a un espace actionnaire en ligne sur lequel les gens peuvent leur faire leurs transactions en direct avec un taux de courtage à 0,1% et ce sont les seuls frais qu'on charge chez Air Liquide. Donc, il n'y a pas d'autres frais financiers chargés par Air Liquide. On fait des choses pour nos actionnaires, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos publications. On a une newsletter mensuelle, va bientôt avoir des podcasts sur notre site. On a des BD actionnaires pour les actionnaires mineurs, puisqu'on se rend compte qu'on a un public de mineurs qui comprennent assez souvent mal ce qu'est une action ou ce que fait Air Liquide. Donc, on distribue des BD alors là, seulement des actionnaires mineurs. Vous ne pourrez pas avoir ces BD si vous n'êtes pas encore actionnaire, c'est réglementaire. Et donc, vous voyez, on s'occupe aussi des mineurs. Et donc, l'idée d'Air Liquide, c'est quand même de se mettre au niveau du demi-million d'actionnaires et d'offrir différentes canaux de communication pour que vous soyez à l'aise avec nous. Donc, on a aussi un numéro gratuit auquel vous pouvez appeler des conseillers actionnaires d'Air Liquide qui auront accès à votre compte. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer des emails et donc, on est là à votre service. D'accord, donc on comprend que l'actionnaire individuel est au centre de l'identité Air Liquide et donc ça répond finalement à la question que faites-vous pour mieux servir les actionnaires individuels, mais organisez-vous aussi des événements
les actionnaires individuels peuvent-ils visiter peut-être des lieux, alors même si évidemment il y a l'aspect sécurité, etc. Comment peuvent-ils vous rencontrer et pourquoi pas peuvent-ils schématiser réellement, visionner un petit peu toute l'histoire Air Liquide et ce que vous faites concrètement? Alors oui, on essaie vraiment d'être à l'écoute de nos actionnaires et notamment on a un comité de communication auprès des actionnaires. Donc ce sont des gens qui candidatent pour un mandat sur 3 ans auquel le président, directeur général d'Air Liquide est très attaché. Donc il va les rencontrer 3 fois par an. Et l'idée, c'est d'écouter les remontées des actionnaires. Donc, ces 12 personnes portent la charge d'être la voix du demi-million d'actionnaires. Là, je schématise un petit peu, mais en tout cas, vous voyez, on est quand même à l'écoute des actionnaires. Mais sinon, donc, on peut nous voir en présentiel et en direct. Donc, faut pas hésiter à venir nous voir au siège d'Air Liquide qui est à Paris. Donc, on a un endroit qui s'appelle le carré des actionnaires. Et donc là, vous rencontrerez nos conseillers actionnaires qui seront à votre service. Donc, ils pourront vous expliquer des choses par rapport au titre Air Liquide, mais aussi par rapport à l'activité Air Liquide. Il y a notamment des maquettes à voir, etc. Si vous voulez voir ce qu'est une usine Air Liquide. On vient à la rencontre des gens et on se déplace en région. Donc là, la semaine dernière, on était à Lille, où on a réuni plus de 550 personnes. Au second semestre, on va aller à Nantes, on va aller à Toulouse et on va aller à Strasbourg. Donc, vous voyez, on reprend une activité sur le terrain après la pause qu'on a eue liée à la crise sanitaire. Et puis, on fait des événements digitaux, donc on participe à des événements. Donc là, vous en êtes la meilleure illustration. Donc merci Paul, merci Toro de nous avoir offert cette façon de parler et d'aller à la rencontre de gens qui nous connaissent peu ou mal. Mais donc, on participe à d'autres salons. On va participer à un salon qui s'appelle Bourse Live. On va participer à un salon qui s'appelle Investir Day. Et donc, ce sont des salons soit exclusivement digital, soit figital avec une partie qui se passe en physique. On a des moments clés que sont l'Assemblée générale. Donc, Air Liquide organise la plus grosse Assemblée générale de France. Cette année, plus de 2500 personnes. Et donc, c'est aussi toujours très impressionnant de voir cette fidélité des actionnaires qui viennent écouter le discours et le point de vue du président directeur général, qui viennent aussi écouter d'autres membres du comité exécutif et qui viennent à la rencontre des équipes DSA, à nouveau plus de 40 personnes, où on est là pour vous répondre, écouter vos questions, changer et s'adapter. L'idée, c'est aussi qu'on vous propose des nouveaux formats, mais pour maintenir et développer ce lien qu'on a avec nos actionnaires. Lien quand même important, donc un tiers du capital d'Air Liquide est détenu par des individus. Il faut voir que la moyenne du CAC 40, normalement, c'est en deçà de 10%. Normalement, ce sont les actionnaires institutionnels qui sont hyper majoritaires dans la détention des sociétés. Chez Air Liquide, ce n'est pas l'inverse, on n'en est pas là, mais vous avez quand même 33% du capital qui est détenu par des actionnaires individuels. D'accord. Je vais revenir sur un point que vous avez abordé du point de vue actionnarial, sur le détachement des dividendes, mais aussi sur la performance boursière. Alors, vous avez dit que vous versiez régulièrement les dividendes et puis tout cela de façon croissante, mais d'où vient cette régularité de votre performance boursière? Alors, elle vient en fait de la résilience de notre activité, c'est-à-dire cette diversité qu'on soulignait au début de l'entretien, elle se reflète dans l'appréciation du cours de bourse de l'action, ce qui nous permet, nous, de développer la marge. Et Air Liquide a une politique de distribution où environ 50% du bénéfice net est distribué aux actionnaires. Donc, vous voyez, il y a un engagement fort aussi de redistribution du bénéfice net auprès de l'actionnaire. Et à nouveau, d'un point de vue réglementaire, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais si on regarde les 20 dernières années, à nouveau, Air Liquide n'a jamais baissé son dividende, a dû affronter 2 crises mondiales majeures d'un point de vue capitalistique, la crise de 2008 et la crise de 2020. Et sur ces années, Air Liquide a versé un dividende et n'a pas baissé son dividende. Donc, vous voyez, on a cette résilience d'activité liée à nouveau à la diversité des applications, le fait qu'on soit présent partout. Alors, les gens n'ont pas idée que les gaz industriels sont présents partout, mais en fait, c'est fascinant. Vous voyez, l'ordinateur qu'on utilise là pour enregistrer cette prestation, mais sans doute le smartphone que les gens vont utiliser pour voir cette prestation. Si ça les tente, et quand ils iront sur leur ordinateur ou alors s'ils prennent un verre d'eau à côté d'eux, vous voyez, même l'eau, c'est-à-dire le recyclage de l'eau, vous avez besoin de gaz industriel. Donc, ce côté, on est présent dans énormément de procédés industriels et aussi dans la santé, cette résilience d'activité, et là-dessus aussi la stratégie d'Air Liquide, qui est d'être présent mondialement,
d'assumer cette présence de co-leader, puisque il y a des exigences liées à ça. Tout ça aussi avec une exigence très forte sur la sécurité. Et c'est ce qui a fait le succès d'Air Liquide dans le passé, et on espère que c'est ce qui va en faire le succès dans le futur. En tout cas, les ambitions sont là, et à nouveau, elles ont été confirmées par notre management dans un événement auprès des marchés le 22 mars dernier. Très bien. Merci Louis pour toutes ces explications et puis cette description et toute l'histoire d'Air Liquide, même si il y a certains sujets un peu techniques, c'était très clair et merci à vous pour cette belle présentation et sur la présentation sur la transition énergétique. Merci à vous Louis. Merci Paul, merci Toro. Écoutez, j'étais ravi de faire cet entretien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller sur le site airliquide.com et par exemple, envoyer des questions à toute la direction du service actionnaire qui se fera un plaisir de vous y répondre. Merci Merci à vous. beaucoup.